Moumou, Ivan Tourguenieff. Tout au bout de Moscou, dans une maison grise agrémentée d'une colonnade blanche, d'un entresol et d'un balcon d'histoire, vivait naguère une veuve de haut lignage, servie par un nombreux domestique. Ses fils avaient pris du service à Pétersbourg. Ses filles s'étaient mariées. Elle ne quittait guère sa demeure et terminait dans la solitude une vieillesse parcimonieuse et chagrine. Ses beaux jours, plutôt moroses, avaient fui depuis longtemps, et le soir de sa vie était plus triste que la nuit. Le plus original de ses domestiques était sans conteste le portier Gerasim, gaillard long d'une toise, bâti en Hercule et sourd-muet de naissance. La dame l'avait fait venir de la campagne où il habitait une masure à l'écart, et passait pour le plus laborieux des corvéables. Grâce à sa robuste constitution, il travaillait comme quatre, et il y avait plaisir à voir la besogne lui fondre dans les mains. Quand il labourait un champ, on eût dit en regardant ses larges paumes appuyées sur l'arrière qu'il perçait lui-même, sans le secours de son petit cheval, le sein flexible de la terre. Quand, vers la Saint-Pierre, il menait vigoureusement sa large faux, on s'attendait à le voir abattre un taillis de jeunes bouleaux, et quand, armé d'un énorme fléau, il battait le blé sans trêve ni merci, les muscles oblongs de ses épaules se levaient et s'abaissaient en cadence ainsi que des leviers. Son mutisme donnait à son infatigable travail une gravité solennelle. N'eût été son infirmité, chaque fille aurait volontiers épousé cet excellent garçon. Mais un beau jour, on avait jugé bon de l'emmener à Moscou, où, après lui avoir fait acheter une paire de bottes, un cafetan pour l'été, une peau de mouton pour l'hiver, on lui mit en main une pelle et un balai, l'investissant ainsi de l'emploi de portier. Ce nouveau genre de vie fut d'abord fort peu à son goût. Retranché par son malheur de la société des autres hommes, il avait grandi comme un arbre vigoureux sur une forte terre. Transplanté à la ville, il s'y trouvait dépaysé, ébaubi, mal à l'aise, tout comme un jeune taureau qui, soudain arraché au gras pâturage où l'herbe lui venait jusqu'au poitrail, se voit hissé sur un wagon de chemin de fer et emporté Dieu sait où dans un horrible fracas, dans un tourbillon de fumée, dans une pluie d'étincelles. Comparé aux pénibles travaux des champs, sa tâche nouvelle lui semblait un jeu. En moins d'une demi-heure, il en venait à bout. Alors, il restait planté au beau milieu de la cour, regardant bouche bée les passants, comme s'il attendait d'eux l'explication de l'énigme qu'était pour lui ce changement de situation. Ou bien il se retirait tout à coup dans un coin, et jetant pelle et balai, il se couchait face contre terre, et s'immobilisait ainsi des heures entières, comme une bête prise au piège. Cependant, l'homme s'habitue à tout, et Gerasim finit par s'accoutumer à sa nouvelle existence.
Ses devoirs, fort restreints, consistaient à nettoyer la cour, à convoyer 2 fois par jour un baril d'eau, à fendre le bois pour la cuisine et les appartements, à écarter du logis les importuns et à faire bonne garde pendant la nuit. Il faut reconnaître qu'il s'en acquittait en conscience. Pas un brin de paille ne traînait dans la cour. Si, d'aventure, le pauvre cheval fourbu confié à ses soins s'embourbait en charriant un baril, d'un coup d'épaule, il remettait en mouvement la voiture et la bête. Quand il fendait du bois, sa hache vibrait comme du verre, tandis que tous côtés volaient bûchettes et copeaux. Et depuis qu'une nuit il avait frotté 2 filous l'un contre l'autre, au point de rendre superflu un autre châtiment, il en imposait à tout le quartier. Et même le jour, les passants les plus inoffensifs se sauvaient à sa vue, en protestant de leurs bonnes intentions par force gestes, voire par force cris qu'il était bien incapable d'entendre. Avec les gens de la maison, Guérassim vivait sur un pied d'égalité, sinon d'amitié, car ils avaient peur de lui. Il connaissait aussi ses droits et personne n'aurait osé lui prendre sa place à table. C'était au reste un homme d'humeur grave, qui aimait l'ordre en toutes choses. Malheur au coq s'il s'avisait de se battre en sa présence. En un clin d'œil, il les prenait par les pattes, les faisait tournoyer en l'air 10 de fois et les rejetait chacun de son côté. Il y avait aussi des oies dans la basse-cour. Mais l'oie est, comme on le sait, un animal sérieux et réfléchi. Guérassim, qui avait vaguement l'allure d'une oie des steppes, éprouvait pour ses bipèdes une certaine estime. Il prenait soin d'eux et leur donnait à manger. On lui avait assigné pour demeure un réduit au-dessus de la cuisine, qu'il meubla à sa guise. Avec des planches de chêne, il y édifia un lit posé sur 4 fortes solives, un vrai lit de paladin, qui n'eût pas fléchi sous le poids de plusieurs quintaux. Il plaça sous ce lit un énorme coffre, dans un coin une table non moins massive, flanquée d'une chaise basse à 3 pieds, si pesante qu'il lui arrivait parfois de la laisser retomber en la soulevant, ce qui provoquait infailliblement son sourire. La porte se fermait à l'aide d'un gros cadenas noir dont il gardait toujours la clé à la ceinture, n'aimant point qu'on pénétrât dans son repère. Une année passa de la sorte, au bout de laquelle Guérassim connut une légère aventure. Très attachée au vieux Zus, la vieille dame sa patronne entretenait, nous l'avons dit, un grand nombre de domestiques. Elle avait à son service des blanchisseuses et des couturières, des menuisiers et des tailleurs. Elle avait même un bourrelier, qui faisait aussi l'office de vétérinaire et de guérisseur pour les gens, un médecin attaché à sa propre personne, et jusqu'à un cordonnier, lequel buvait comme une éponge, et répondait au nom de Capiton Klimov. Le dit Klimov se croyait un personnage d'esprit éclairé et de manière polie, injustement condamné par le sort à végéter dans un coin perdu de Moscou. S'il buvait, déclarait-il en pesant ses mots et en se frappant la poitrine, c'était uniquement pour noyer son chagrin. Un beau jour, comme la vieille dame tenait conseil avec son majordome Gavril, individu que ses yeux jaunes et son nez de canard prédestiné au commandement, elle vint à déplorer les mauvaises mœurs de Capiton, qu'on avait relevé la veille dans la rue en fort piteux état. « Qu'en penses-tu, Gavril » dit-elle soudain. « Si nous le marions, peut-être qu'il se rangerait. »« C'est ma foi vrai, » opina le majordome, « même que cela lui ferait beaucoup de bien. »« Bon, mais qui consentira à l'épouser ? Ça pour sûr, après tout, ce sera comme madame voudra. Il est toujours bon à quelque chose. » J'ai cru remarquer que Tatiana ne lui déplaisait pas. Gavril fut sur le point d'exprimer une objection, mais il se mordit les lèvres à temps. « Oui, c'est cela, » conclut la dame en humant sa prise. « Qu'il fasse sa cour à Tatiana. Entendu, n'est-ce pas ?»« À vos ordres, » répondit Gavril, et il se retira dans sa chambre située dans une aile de l'hôtel et encombrée de coffres à ferronnerie. Là, il commença par renvoyer sa femme, puis s'assit, pensif, près de la fenêtre. La décision imprévue de sa maîtresse l'embarrassait. Enfin il se leva et fit appeler Capiton. Capiton ne tarda pas à paraître. Mais, avant de relater leur entretien, nous devons dire quelques mots de qui était cette Tatiana, et pourquoi les ordres qu'il venait de recevoir à son sujet donnaient du souci au majordome. Tatiana était une des blanchisseuses de la maison, fort habile d'ailleurs, et préposée au linge fin. Petite blonde maigrichonne de quelque 28 ans, elle avait des grains de beauté sur la joue gauche, signe de malheur d'après les croyances du peuple russe. De fait, le sort n'avait guère souri à la pauvre fille.
assujettis dès l'enfance aux plus rudes travaux, toujours mal vêtus, toujours mal rétribués, sans autres parents que des oncles, l'un d'eux ancien sommelier, renvoyé à la campagne pour cause d'incapacité, les autres pauvres paysans. Elle n'avait jamais connu la moindre caresse. Dans sa première jeunesse, elle avait passé pour belle, mais cette beauté s'était bientôt flétrie. Timide, effarouchée, d'une morne indifférence en ce qui concernait sa propre personne, et toujours en proie à une crainte mortelle à l'égard d'autrui, elle se souciait uniquement de terminer sa tâche dans le délai prescrit. Elle ne parlait à personne et tremblait au seul nom de sa maîtresse, bien que celle-ci la connût à peine de vue. Quand on amena Gerasim de la campagne, elle faillit s'évanouir à l'aspect de ce rude colosse. Elle l'évitait avec soin, et si, d'aventure, elle le rencontrait en se rendant à la lingerie, elle fermait les yeux et prenait les jambes à son cou. Gerasim ne lui accorda d'abord qu'une attention discrète, puis il en vint à sourire lorsqu'il l'apercevait, puis il se mit à la regarder avec insistance pour finalement ne plus la quitter des yeux. Soit par la douceur de ses traits, soit par la modestie de son maintien, la brave Tatiana avait fait la conquête du géant. Un jour qu'elle traversait la cour en portant délicatement du bout de ses doigts écartés une camisole de sa maîtresse, qu'elle venait d'empeser, elle se sentit tout à coup tirée par le coude. Elle se retourna et jeta un cri. Gerasim était près d'elle. Avec un sourire niais et un meuglement affectueux, il lui tendait un coq en pain d'épices doré à la queue et aux ailes. Elle fit mine de refuser ce présent, mais il le lui mit de force entre les mains, secoua la tête et opéra sa retraite en se retournant pour lui adresser un nouveau beuglement très amical. À partir de ce jour, il ne lui laissa plus de repos. En quelques lieues que la pauvre fille se rendit, il surgissait devant elle souriant, agitant des bras, proférant un de ses cris de muet, tirant de sa houppelande un ruban qu'il lui tendait ou balayant la place par où elle devait passer. La malheureuse ne savait quelle conduite tenir. Bientôt tous les gens remarquèrent les galanteries du muet. Tatiana se vit en butte à leur sarcasme, à leur quolibet, mais ils n'osèrent se gausser ouvertement de Gerasim, qui n'entendait point raillerie. On se contenait donc devant lui, et bon gré mal gré, la jeune fille se trouva placée sous sa protection. Perspicace comme tous les sourds-muets, il devinait fort bien quand on s'attaquait soit à lui, soit à sa dulcinée. Un jour à dîner, la femme de charge persifla sa subordonnée avec une âpreté si caustique que la pauvre enfant, confuse et baissant la tête, semblait prête à pleurer. Tout à coup, Gerasim se souleva de sa place et, posant sa lourde patte sur la tête de la railleuse, la dévisagea de telle sorte que l'autre colla littéralement son nez contre la table. Tout le monde se tut. Gerasim reprit sa cuillère et se remit tranquillement à manger sa soupe. « Quel ogre que ce maudit muet !» murmurèrent alors quelques voix, tandis que la femme de charge jugeait prudent de décamper. Une autre fois, comme il avait remarqué que Capiton, ce Capiton dont il vient justement d'être question, faisait l'aimable auprès de Tatiana, Gerasim appela du doigt le galant, le conduisit dans la remise et s'emparant d'un timon oublié dans un coin, lui fit comprendre qu'il saurait à l'occasion lui en frotter les épaules. Depuis lors, chacun se le tint pour dit et n'osa plus même adresser la parole à Tatiana. Ces incartades n'attirèrent aucun désagrément à leur auteur. La femme de charge eut beau tomber en pâmoison et porter plainte dès le soir même à sa maîtresse, la fantasque vieille ne fit qu'en rire, et, au grand dépit de la plaignante, la contraignit à lui narrer 2 ou 3 fois par le menu cette plaisante aventure. Le lendemain, elle fit remettre un rouble de gratification à Gerasim, dont elle appréciait la vigueur et la fidélité. Encouragée par ce témoignage de bienveillance, Gerasim, à qui jusqu'alors elle inspirait une sainte terreur, résolut de lui demander l'autorisation d'épouser Tatiana. Il n'attendait pour se présenter devant sa maîtresse que le nouveau cafetan qui lui avait été promis par le majordome. Sur ces entrefaites, la dite maîtresse imagina de marier la lingère avec Capiton. Le lecteur comprendra maintenant l'inquiétude qui s'empara de Gavril quand il s'entendit signifier pareil ordre. « Certes, ruminait-il près de sa fenêtre, notre maîtresse a des ménagements pour cet homme. » Cela, l'intendant le savait bel et bien, et il traitait Gerasim en conséquence. Mais de là à lui donner Tatiana, le beau mari qu'un sourd-muet. D'un autre côté, quand ce diable d'enfer, que Dieu me pardonne, verra son amoureuse accordée à Capiton,
Il est capable de tout briser, de tout saccager. Allez donc faire entendre raison à un animal pareil. » L'arrivée de Capiton interrompit les méditations de Gavril. L'écervelé entra, les mains derrière le dos, s'appuya contre une saillie de la muraille près de la porte, croisa sa jambe droite sur sa jambe gauche et hocha la tête d'un air qui voulait dire « Eh ben me v'là! Qu'est-ce qu'il vous faut encore ?» Gavril le considéra tout en tambourinant des doigts sur le montant de la croisée. L'autre ne se démonta pas pour si peu. Seuls ses yeux de plomb clignèrent légèrement, et, tout en remettant avec ses 5 doigts un peu d'ordre dans sa chevelure filasse ébouriffée, il se permit un sourire, qui voulait dire à peu près « Ben oui, c'est moi. T'as pas fini de me reluquer ?»« Te voilà beau !» jeta enfin le majordome, et, après un silence, « Oui, répéta-t-il, t'es beau, y a pas à dire. » Pour toute réponse, Capiton haussa les épaules. « Et après, songeait-il, tu vaux peut-être mieux que moi, hein ? » « Mais regarde-toi donc, reprit Gavril d'un ton de mépris. Vois un peu à qui tu ressembles. » Capiton enveloppa d'un regard tranquille son manteau loqueteux, son pantalon rapiécé, examina longuement ses bottes trouées, en accordant une attention particulière à la pointe de celle sur laquelle son pied droit s'appuyait avec une si parfaite désinvolture. Puis reportant son regard sur le majordome, « Qu'est-ce que j'ai fait de si mal ?» demanda-t-il. « Tu le demandes ?» s'écria Gavril. « Mais tu ressembles à un vrai démon, que le bon Dieu me pardonne. »« Jurez tant qu'il vous plaira, Gavril Andréitch, » murmura à part soi Capiton en clignant de nouveau les yeux. « Tu t'es encore saoulé, hein ?» poursuivit le majordome. « Mais réponds donc, nom d'un tonnerre, t'es-tu saoulé, oui ou non ? » « C'est-à-dire que pour fortifier ma santé, j'ai dû faire usage de quelques spiritueux, » rétorqua Capiton. « Pour fortifier ta santé ? On ne te rose pas assez, voilà. Et on a envoyé ce monsieur faire son apprentissage à Péter. Qui as-tu appris ? Dis-moi un peu. Tu ne mérites pas le pain que tu manges. » « Gavril Andréitch, dans cette question, je ne reconnais pour juge que notre Seigneur. Lui seul sait ce que je vaux, et si je ne mérite pas le pain qu'on me donne. Quant au reproche que vous me faites de m'être saoulé, faut vous dire que c'est pas tout à fait de ma faute. J'étais avec un copain qui s'est défilé au bon moment. Et qui t'a planté dans la rue ? Hein, bougre de serein. Quand il s'agit de se rincer la dalle, t'es jamais le dernier. Mais il ne s'agit pas de ça pour le moment. Voici de quoi il retourne. Notre-Dame, reprit Gavril après un silence, Notre-Dame désire que tu te maries. Elle pense comme ça que tu te rangeras une fois marié. Tu me comprends, j'espère. Bien sûr, y a pas besoin d'être malin pour cela. À mon avis, vaudrait mieux te tenir la dragée haute. Mais, puisqu'elle a d'autres idées, acceptes-tu, oui ou non ? Il est bon que l'homme se marie, répond Capiton avec son plus beau sourire. En ce qui me concerne, Gavril Andréitch, c'est avec grand plaisir que je prendrai femme. Parfait, répliqua Gavril en songeant à part soi. Y a pas à dire, le gaillard s'exprime bien. Mais, reprit-il à haute voix, je ne sais si la personne qu'on te destine te conviendra. Qui est-ce donc, si vous me permettez cette question ? Tatiana. Tatiana ? S'exclama Capiton en sursautant, les yeux écarquillés. Qu'est-ce qui te prend ? Est-ce que par hasard la donzelle ne serait pas du goût de monsieur ? Mais si, Gavril Andréitch, c'est une brave fille, pas fière, et qui ne rechigne pas à l'ouvrage. Seulement, vous savez bien que cet animal, ce loup-garou des steppes. Je sais, mon ami, je sais, interrompit le majordome avec dépit. Mais puisque... Mais voyons, Gavril Andréitch, il me tuera pour sûr. Il m'écrasera comme une mouche. Regardez voir un peu ses bras. On dirait ceux de Minine et Poyarski. Il frappe comme un sourd qu'il est, et il n'entend pas résonner les coups qu'il porte. Il joue de ses poings comme un homme qui les agiterait dans son sommeil. Et pas moyen de lui faire entendre raison. Il est encore plus bête que sourd. C'est une brute, une bûche, un soliveau. Qu'ai-je fait pour subir les coups d'un monstre pareil ? Bien sûr, je ne suis plus ce que j'étais autrefois. J'en ai vu de toutes les couleurs. Je suis décati, désétamé comme une vieille casserole. Pourtant, après tout, je suis un être humain, et non un vil ustensile. Allons, allons, pas tant de beaux mots. Seigneur, mon Dieu, continua de plus belle le savetier déchaîné. N'y aura-t-il donc jamais de fin à mes misères ? A-t-on jamais vu un sort comme le mien ? Battu dans mon enfance par mon maître allemand, battu à la fleur de mes ans par mes compagnons d'infortune,
et réduit dans mon âge mûr. As-tu fini, âme de Philas? Puis enfin placer le majordome. Permettez, Gavril Andréitch, ce n'est pas tant les coups que je crains. Qu'on me corrige en douce et qu'on me traite bien en public. Je n'en reste pas moins quelqu'un. Mais qu'un animal, une brute, se permette. Assez comme ça. Va te faire fiche, dit Gavril impatienté. Capiton fit demi-tour. À supposer qu'il ne soit pas là, cria le majordome sur ses talons. Tu consens au mariage? J'y donne mon entier consentement, déclara Capiton, que sa faconde n'abandonnait point même dans les moments les plus critiques. Et il quitta la place. Allons, décida Gavril après avoir maintes et maintes fois arpenté sa chambre. Faisons toujours venir Tatiana. Au bout de quelques instants, la blanchisseuse apparut et s'arrêta, intimidée sur le seuil de la porte. « Que désirez-vous, Gavril Andréitch » demanda-t-elle d'une voix craintive. Gavril la considéra un bon moment en silence, puis lui dit « Veux-tu te marier, Tatiana? Notre-Dame t'a trouvé un fiancé. »« Je ne dis pas non, Gavril Andréitch. Mais qui cela ?» ajouta-t-elle timidement. « Capiton, le cordonnier. »« Entendu. C'est un homme d'une conduite un peu légère. Mais Notre-Dame compte sur toi pour lui faire perdre ses mauvaises habitudes. »« Entendu. Le malheur, c'est que ce maudit sourd te fait les yeux doux. Comment y es-tu prise pour ensorceler un ours pareil? Il est dans le cas de t'assommer, l'animal. »« Oh, pour sûr il me tuera, Gavril Andréitch. »« C'est ce que nous verrons. Mais, comme tu as l'air sûr de ton fait, est-ce qu'il aurait le droit de te tuer? Je n'en sais rien, Gavril Andréitch. Tu ne lui as pas fait de promesse, au moins. Que voulez-vous dire? Innocente créature, murmura l'intendant après un silence. Allons, c'est bien, reprit-il. Nous reparlerons de cette affaire. Pour le moment, tu peux te retirer. Tu es une brave fille, à ce que je vois. Tatiana s'appuya un instant à la porte et disparut. Bah, se dit le majordome. Peut-être que dès demain, Notre-Dame aura oublié ce projet de mariage. Et puis après tout, on peut venir à bout du gaillard. La police n'est pas faite pour les chiens. Oustimia Fiodorovna, cria-t-il à sa femme, d'une voix de stentor. Si c'était un effet de votre bonté de me servir le samovar, hein? Qu'en pensez-vous, ma respectable moitié? Tatiana ne quitta guère la lingerie ce jour-là. Elle versa quelques larmes, les essuya et se remit à son travail. Quant à Capiton, il s'installa jusqu'à la nuit close au cabaret avec un compagnon à la mine terreuse. Il lui raconta avec force détail qu'il avait servi à Pieter, un maître qui était certes la crème des hommes, mais qui, entre autres défauts, ne pardonnait pas la moindre faute à ses gens, tout en levant le coude lui-même et en courant furieusement le beau sexe. Le ténébreux compagnon se contentait de soutenir l'entretien par monosyllabes. Mais lorsque Capiton en vint à déclarer que par suite d'un fatal incident, il songeait à se suicider le lendemain, le lugubre personnage lui fit observer qu'il était temps d'aller se coucher, et tous deux se séparèrent en silence et sans aménité. Cependant, l'espoir de Gavril ne se réalisa point. La vieille dame avait tellement pris à cœur son projet de mariage qu'elle en parla toute la nuit à une de ses femmes, spécialement chargée de la distraire durant ses heures d'insomnie et forcée en conséquence de dormir le jour, comme ces cochers de fiacre qui n'exercent leur métier qu'après le coucher du soleil. Le lendemain matin, dès que le majordome vint lui faire son rapport, « Eh bien, s'informa-t-elle, comment va notre mariage ?» Bien entendu, l'autre répondit que tout allait pour le mieux, et que, le jour même, Capiton viendrait lui faire ses remerciements. Un peu indisposée, la veuve ne retint pas longtemps Gavril, qui, aussitôt rentré chez lui, convoqua un conseil extraordinaire. L'affaire était épineuse. Tatiana, certes, ne faisait aucune objection, mais Capiton déclarait à qui voulait l'entendre qu'il n'avait qu'une tête, qu'il n'en avait pas deux, qu'il n'en avait pas trois. Quant à Garasim, posté sur le seuil du pavillon des servantes, il jetait des regards farouches à tous les passants, et semblait avoir vent du complot qui se tramait contre lui. À ce conseil assistait notamment un vieux sommelier, surnommé le père Laqueux, dont on prenait toujours l'avis avec une déférence particulière, mais dont on n'obtenait jamais que des « oui, évidemment, bien sûr ». On résolut dès l'abord d'enfermer pour plus de sûreté Capiton dans le cabinet du filtre à eau. Une longue délibération suivit. Le plus simple, évidemment, était de recourir à la force. Tout le monde en convint, mais cela ferait du bruit. La maîtresse s'inquiéterait, demanderait des explications. Non,
Décidément, il n'y fallait pas songer. Enfin, après de longs débats, on trouva un adroit expédient. On se souvint que Gerasim avait une horreur profonde pour les ivrognes. Lorsqu'il était en faction au portail, il détournait la tête avec dégoût dès qu'il voyait un pochard cheminer en trébuchant et la casquette sur l'oreille. On engagea donc Tatiana à simuler devant Gerasim la démarche vacillante d'une personne prise de boisson. Après de longues hésitations, la pauvre fille, convenant qu'elle ne saurait autrement se défaire de son adorateur, finit par consentir à ce subterfuge. Et l'on délivra Capiton, qui après tout avait voix au chapitre. Gerasim cependant, assis sur une borne près du portail, taquinait rageusement la terre de sa pelle. De tous les coins, de toutes les fenêtres au store baissées, des regards le guettaient. Il donna pleinement dans le panneau. Dès qu'il aperçut Tatiana, il lui adressa un signe de tête amical accompagné d'un de ses grognements habituels. Mais, en l'examinant de plus près, il sursauta, jeta sa pelle et vint coller son visage droit contre celui de la jeune fille, qui, tremblante de peur, ferma les yeux et chancela encore davantage. Il la prit par la main, la traîna à travers toute la cour, entra avec elle dans la chambre où était réuni le conseil et la jeta prête à défaillir du côté de Capiton. Il l'observa quelques instants. Puis, après un sourire amer et un geste de dépit, il regagna d'un pas lourd son réduit, où il se tint enfermé durant 24 heures. Le piqueur Antipe raconta plus tard qu'il était allé l'épier par une fente de la porte. Assis sur son lit, le visage entre les mains, Gerasim chantait doucement, c'est-à-dire qu'il grommelait, secouait la tête et se balançait en cadence comme le font les voituriers et les haleurs, quand ils entonnent une de leurs mélancoliques complaintes. Sentant le cœur lui serrer à ce spectacle, Antipe s'était précipitamment retiré. Lorsque le lendemain Gerasim sortit de son repère, on ne remarqua en lui aucun changement notable. Il paraissait toutefois plus revêche encore que de coutume, et n'accorda pas la moindre attention ni à Tatiana, ni à Capiton. Le soir même, les fiancés se présentèrent chez leur maîtresse, portant sous le bras les 2 oies qu'ils devaient offrir suivant l'usage. La noce se fit la semaine suivante. Ce jour-là, Gerasim remplit comme si de rien n'était sa tâche accoutumée. Seulement, il ne rapporta pas une goutte d'eau de la rivière, car il avait brisé son tonneau en route, et, quand à la nuit tombante il se mit à étriller son cheval, le chétif animal tourbillonnait sous cette poigne de fer comme un fœtus sous la tempête. Ceci se passait au printemps. Une année encore s'écoula, au cours de laquelle Capiton perdit toute retenue, et se vit finalement relégué dans une terre de sa maîtresse perdue au fond de la province. Sa femme dut partager son triste sort. Le jour du départ, il fit d'abord le fanfaron, assurant que si même on l'envoyait dans ces contrées chimériques, où après avoir fait la lessive, les lavandières posent leurs battoirs sur le bord du ciel, il n'en perdrait pas le nord pour autant. Mais bientôt sa bonne humeur l'abandonna. Il se plaignit amèrement d'être désormais contraint à vivre parmi les manants et les rustres. Enfin, il tomba dans un tel état de prostration qu'il n'eut même pas la force de mettre sa casquette. Une âme charitable la lui enfonça jusqu'aux yeux et prit soin de ramener ensuite la visière en bonne et due place. Le convoi était prêt à partir. Les paysans prenaient déjà leurs rênes et n'attendaient plus pour se mettre en route que le traditionnel mot d'ordre. « À la garde de Dieu !» Soudain, Gerasim sortit de son repère, s'approcha de Tatiana et lui fit présent d'un fichu de coton rouge qu'il avait acheté à son intention 1 an auparavant. La malheureuse, si indifférente jusque-là à toutes les vicissitudes de son existence, ne put cette fois retenir ses larmes, et, en bonne chrétienne, embrassa par 3 fois son adorateur. Gerasim voulait la reconduire jusqu'à la barrière. Il chemina quelque temps à côté du chariot où elle avait pris place, mais, parvenu au gué de Crimée, il eut un grand geste de découragement et s'en revint le long de la berge. C'était le soir. Il marchait à pas lents, les yeux fixés sur la rivière. Soudain, il lui sembla qu'un être vivant se débattait dans la vase près du rivage. Il se pencha et distingua un petit chien blanc moucheté de noir qui, tremblant de ses pauvres membres, s'épuisait en efforts infructueux pour sortir de l'eau. Gerasim étendit la main, le saisit, le plaça sur sa poitrine et revint au logis à pas précipités. Arrivé dans sa chambre, il déposa la bestiole sur son lit, l'enveloppa dans sa lourde houppelande, puis courut chercher une botte de paille à l'écurie, une tasse de lait à la cuisine. Il revint, rejeta doucement la houppelande, étala la paille sur le lit,
présenta le lait à la pauvre bête qu'il venait de sauver. C'était une chienne qui n'avait pas plus de 3 semaines et ne savait pas encore laper la boisson. Elle frissonnait et clignait de ses petits yeux qui venaient à peine de percer et dont l'un paraissait plus grand que l'autre. Entre 2 doigts, Gerasim lui prit délicatement la tête, lui inclina le museau sur le lait et la chienne se mit à boire avec rapidité, s'ébrouant, s'engouant, tressaillant. Gerasim, la figure épanouie, ne se lassait pas de la regarder. Toute la nuit, il s'occupa d'elle. Il l'essuyait, la couchait, la dorlotait, et finalement il s'endormit près d'elle d'un sommeil paisible et joyeux. Une mère n'a pas plus de sollicitude pour son enfant que Gerasim n'en eut pour son élève, qui, pendant quelque temps, parut fort chétive et fort laide. Mais elle se remit peu à peu et, grâce aux soins incessants de son sauveur, se transforma au bout de quelques 8 mois en une belle épagnole, aux oreilles longues, à la queue touffue relevée en trompette, aux grands yeux expressifs. Elle s'attacha passionnément à Gerasim, qu'elle suivait partout pas à pas en frétillant de la queue. Sachant, comme tous les muets, qu'il attirait l'attention par ses meuglements, il balbutia ces 2 syllabes. Mou, mou. Et la chienne comprit qu'elle devait répondre à ce nom. Les gens de la maison l'appelèrent Moumoun, et la prirent eux aussi en affection. Très intelligente, très caressante pour tous, elle n'aimait vraiment que Gerasim, qui, de son côté, était fou de cette bête, et, soit crainte, soit jalousie, ne pouvait voir sans dépit les autres domestiques la cajoler. Tous les matins, Moumou le réveillait en le tirant par un pan de sa houppelande, lui amenait par la bride le vieux cheval de trait avec qui elle vivait en bonne intelligence, puis l'accompagnait gravement à la rivière, gardait sa pelle et son balai et ne permettait à personne d'approcher de sa chambre. Il avait pratiqué une ouverture dans la porte. Dès que Moumou s'y était coulé, elle sautait gaillardement sur le lit, comme si en ce lieu seul, elle se sentait pleinement maîtresse de ses actes. Elle ne dormait point de la nuit, mais n'avait garde d'aboyer sans raison, comme ces absurdes matins qui, posés sur leur train de derrière, le museau en l'air et l'œil à demi clos, aboient aux étoiles par ennui, et d'ordinaire 3 fois de suite. Non, Moumou n'élevait sa voix grêle que dans les cas graves. Lorsqu'un étranger s'approchait du mur, lorsqu'elle percevait quelque bruit insolite. Bref, c'était une parfaite gardienne. À vrai dire, il y avait dans la cour un autre chien, vieil animal jaune tacheté de fauve qui répondait au nom de Sabot. Mais on le tenait toujours à la chaîne, même la nuit, et son grand âge ne lui permettait pas de réclamer quelque liberté. Pelotonné dans sa niche, il ne faisait entendre que de rares et brefs jappements dont il semblait comprendre la parfaite inutilité. Moumou ne pénétrait jamais dans les appartements. Lorsque Gerasim allait y porter du bois, elle l'attendait sur le perron, dressant l'oreille, tournant la tête tantôt à droite, tantôt à gauche, au moindre bruit qu'elle percevait derrière la porte. Une année se passa de la sorte, et Gerasim paraissait très content de son sort, quand survint un événement inattendu. Par une belle journée d'été, la vieille dame faisait les 100 pas dans son salon entourée de ses dames de compagnie. Fort bien disposée ce jour-là, elle riait, plaisantait, et ses obséquieuses commensales l'imitaient, non sans appréhension, car malheur à qui n'eût point répondu par un enjouement immédiat et total à ses élans de gaieté, qui d'ailleurs cédait bientôt la place à une humeur sombre et atrabilaire. Mais ce matin-là, tout semblait sourire à la capricieuse personne. Au saut du lit, comme d'habitude, elle s'était tiré les cartes et avait réuni du premier coup 4 valets dans son jeu, ce qui lui présageait l'accomplissement de tous ses désirs. Puis son thé lui avait paru de saveur exquise, ce qui valut à la femme de chambre quelques mots de louange et une gratification de 10 kopecks. Un sourire doucereux flottait donc sur ses lèvres ridées, tandis qu'elle allait et venait dans son salon. Elle s'approcha d'une fenêtre qui donnait sur un parterre. Au beau milieu de ce parterre, Moumou, couché sous un rosier, rongeait consciencieusement un os. Dès qu'elle l'aperçut, « Seigneur, mon Dieu !» s'écria-t-elle. « Un chien ! À qui est-il donc ?» La suivante à qui elle s'adressait éprouva l'embarras d'un subalterne qui ne sait trop comment interpréter la pensée de son chef. « Je ne sais, » murmura-t-elle. « Je crois que c'est au muet. »« Mais vraiment, » reprit la dame, « c'est une charmante petite bête. Vite, qu'on me l'apporte. Y a-t-il longtemps qu'il la possède? Comment se fait-il que je ne l'ai pas encore aperçue? Vite, dites qu'on me l'apporte. » La dame de compagnie se précipita dans le vestibule. « Stéphane !» s'écria-t-elle.
Dépêchez-vous d'aller chercher Moumou. Elle est dans le jardin. Ah, on l'appelle Moumou, s'écria la vieille dame. C'est un joli nom. Oui, n'est-ce pas? S'empressa d'acquiescer la dame de compagnie. Vite, Stepan, vite! Stepan, un robuste gaillard qui exerçait les fonctions de valet de chambre, se précipita dans le jardin et avança la main pour saisir Moumou. Mais l'agile petite bête lui glissa entre les doigts, et, la queue dressée, courut se réfugier près de son maître occupé en ce moment à nettoyer son baril, comme s'il n'eût eu entre les mains qu'un tambour d'enfant. Stepan courut après la chienne et de nouveau voulut s'emparer d'elle au pied même de son maître. Mais de nouveau Moumou lui échappa. Elle sautillait, se débattait, au grand amusement de Gerasim qui contemplait ce spectacle avec un sourire ironique. Stepan, agacé, lui fit comprendre par signe qu'il agissait sur l'ordre de leur maîtresse. Gerasim, fort surpris, souleva Moumou et la remit à Stepan, qui se hâta d'aller la déposer sur le parquet du salon. La dame aussitôt de l'appeler à elle d'une voix caressante. Mais la pauvre bête, effarouchée par ce luxe inconnu, tenta de s'esquiver. Repoussée par l'officieux Stepan, elle se tapit, toute tremblante, contre le mur. « Moumou, Moumou, viens près de moi, viens près de ta maîtresse, » lui dit la dame. « Mais viens donc, petite sotte, n'aie pas peur. »« Allons, Moumou, viens donc, » répétèrent à l'envi les suivantes. Moumou jetait des regards inquiets autour d'elle et ne quittait point sa place. « Apportez-lui quelque chose à manger, » dit la dame. « Voyez-moi la petite sotte. De quoi donc a-t-elle peur? » « Elle n'est pas encore apprivoisée, » insinua d'une voix mielleuse une des caméristes. Stepan apporta une soucoupe remplie de lait, mais Moumou ne daigna même pas la flairer et trembla de plus belle. « Ah, la niaise !» dit la dame en s'approchant d'elle et en se baissant pour la caresser. D'un geste convulsif, Moumou détourna la tête et montra les dents. La dame se hâta de retirer sa main. Il y eut un moment de silence. Moumou poussa un léger cri comme pour se plaindre ou pour s'excuser. La dame, soudain renfrognée, s'éloigna. Le brusque mouvement de la chienne lui avait fait peur. « Ah, mon Dieu !» s'écrièrent à l'envi ces parasites. « Vous aurait-elle mordu ?» De sa vie, l'innocente Moumou n'avait mordu personne. « Emportez-la !» s'écria la vieille dame d'une voix changée. « La vilaine bête, comme elle est méchante !» Et tournant lentement sur elle-même, elle se dirigea vers son boudoir. Ses compagnes échangèrent un coup d'œil perplexe et firent mine de la suivre. Mais arrivée à la porte, elle s'arrêta et les foudroyant d'un regard glacial. « Que voulez-vous » leur dit-elle. « Vous ai-je prié de me suivre ?» Et elle disparut. Aux gestes impérieux des dames de la suite, Stepan comprit qu'il fallait emmener Moumou et s'en fut la jeter tout droit aux pieds de Gerasim. Une demi-heure plus tard, un silence profond régnait dans la maison, et la vieille dame, immobile sur son canapé, semblait plus sombre qu'une nuée d'orage. Qu'il faut peu de choses parfois pour bouleverser une nature humaine. La méchante humeur de la dame la poursuivit toute la journée. Elle ne joua point aux cartes et n'adressa la parole à personne. La nuit venue, elle ne put trouver le sommeil. L'eau de Cologne qu'on lui apporta n'était pas, à l'en croire, celle dont elle se servait habituellement. Puis son oreiller avait une odeur de savon. La femme de charge dut flairer tout le linge avant de trouver une taie qui lui convint. Bref, la délicate personne avait ses nerfs. Le lendemain matin, elle fit appeler Gavril une heure plus tôt que de coutume. « Dis-moi, » s'écria-t-elle, dès qu'elle le vit franchir non sans appréhension le seuil de son boudoir. « Quel est ce chien qui a aboyé toute la nuit et qui m'a empêché de dormir ?»« Un chien ? Je ne sais trop, » répondit Gavril d'une voix mal assurée. « À moins que ce soit celui du muet. Je ne me soucie peu qu'il appartienne au muet ou à quelqu'un d'autre. Ce que je sais, c'est qu'à cause de lui, je n'ai pas pu fermer l'œil. Je ne comprends vraiment pas ce que font ici tous ces chiens. N'avons-nous déjà pas un chien de garde ? Que si, le vieux sabot. Pourquoi donc en prendre encore un ? Voilà ce que j'appelle du désordre. Décidément, il manque une tête dans cette maison. Et pourquoi le muet a-t-il un chien ? Qui le lui a permis ? Hier, je me suis approché de la fenêtre. Cette vilaine bête était sous mes rosiers, en train de ronger je ne sais quelle horreur. Après un instant de silence, la dame ajouta. « Que ce chien disparaisse aujourd'hui même. C'est compris ? » ?»« Parfaitement. »« Aujourd'hui même. Et maintenant retire-toi. Tu me feras ton rapport plus tard. » Gavril sortit.
Dans le petit salon, il transporta pour la bonne règle la sonnette d'un guéridon sur un autre. Dans le grand salon, il moucha en sourdine son nez de canard. Dans l'antichambre, il découvrit Stépan qui dormait sur un coffre, ses pieds nus sortant de dessous le surtout qui lui servait de couverture, tel qu'on représente les guerriers tués sur les tableaux de bataille. Il le réveilla et lui donna à voix basse un ordre auquel le valet répondit par un son qui tenait du bâillement et de l'éclat de rire. Tandis que le majordome s'éloignait, Stépan sauta à bas de son coffre, revêtit son cafetan, chaussa ses bottes et alla se poster près de la porte. 5 minutes plus tard, Gerasim parut, portant une énorme charge de bois, car été comme hiver, la vieille dame voulait qu'il y eût du feu dans sa chambre et dans son boudoir. La fidèle Moumou qui l'accompagnait s'arrêta sur le seuil. Cependant, Gerasim s'enfonça avec son fardeau dans les appartements après avoir poussé la porte de l'épaule, mouvement qui déroba Stépan à sa vue. Alors, le rusé valet fondit sur la chienne, comme le vautour sur un poulet, l'étourdit en la pressant de sa poitrine contre le sol, puis l'étreignit dans ses bras. Il sortit au galop sans même prendre sa casquette, se jeta dans le premier fiacre venu et se fit conduire aux Halles. Là, il eut tôt fait de vendre la chienne pour une pièce de 50 kopecks, à la condition expresse qu'on la tiendrait à la tâche pendant au moins 8 jours. Il remonta sur le champ dans son fiacre, mais il le quitta à quelque distance de la maison, ne voulant pas s'exposer à rencontrer Gerasim au portail. Enfilant une venelle qui longeait les derrières de l'hôtel, il opéra sa rentrée en escaladant la clôture. Précaution bien inutile, Gerasim n'était pas là. En sortant des appartements, il n'avait plus retrouvé Moumou. Ne se souvenant point qu'elle se fût jamais écartée du seuil où elle l'attendait, il s'était aussitôt mis à sa recherche, l'appelant à sa manière, courant de côté et d'autre, dans sa chambre, dans le grenier à foin, jusque dans la rue. Point de Moumou. En désespoir de cause, Gerasim s'adressa aux autres domestiques, leur demandant par signe s'ils n'avaient point vu sa chienne. Il la dépeignait naïvement avec ses doigts, posait sa main à quelques pouces au-dessus du sol, etc., etc. Les uns, ignorant ce qui s'était passé, secouaient la tête. Les autres, au fait de l'aventure, riaient dans leurs barbes. Le majordome prit ses grands airs et se mit à crier contre les cochers. Alors Gerasim, n'y tenant plus, se sauva pour ne rentrer qu'à la nuit. Son visage abattu, sa démarche incertaine, ses vêtements poussiéreux laissaient entendre qu'il avait parcouru la moitié de Moscou. Il s'arrêta devant les fenêtres de la maison, jeta un regard sur le perron où se trouvaient réunis une demi-douzaine de valets, et meugla encore une fois. « Moumou !» Moumou ne répondit pas. Alors il s'éloigna. Tous le suivaient des yeux, mais personne n'osa ni sourire, ni même souffler mot. Le lendemain, l'indiscret Antipe raconta à la cuisine que le muet n'avait fait que geindre toute la nuit. Ce jour-là, Gerasim ne parut pas, au grand déplaisir du cocher Potap, qui dut aller à sa place faire la provision d'eau. La dame demanda à Gavril s'il s'était souvenu de ses ordres, et le compère s'empressa de répondre qu'ils étaient exécutés. Le jour suivant, Gerasim sortit de sa retraite et reprit son travail. Il vint dîner avec ses camarades, puis se retira sans saluer personne. Son visage naturellement dépourvu d'expression, comme celui de tous les sourds-muets, semblait à présent pétrifié. Après le dîner, il sortit de nouveau, mais ne resta pas longtemps dehors. Aussitôt rentré, il se réfugia dans le grenier. La nuit vint, une nuit de lune, claire et sereine. Couché sur le foin, Gerasim dormait d'un sommeil agité, respirant avec peine et se retournant à chaque instant. Tout à coup, il sembla qu'on le tirait par un pan de sa houppelande. Il tressaillit, mais ne leva pas la tête et ferma même les yeux. Mais le tiraillement recommence de plus belle. Gerasim bondit de sa couche et reconnaît Moumou, un bout de corde brisé à son cou. Un long cri de joie s'échappe de sa poitrine muette. Il serre dans ses bras la fidèle chienne qui lui lèche follement les yeux, le nez, la barbe, la moustache. Après avoir cédé à cet élan de bonheur, Gerasim se prit à réfléchir, puis il descendit du grenier avec circonspection et voyant que personne ne l'observait, regagna son gîte sans encombre. Il avait déjà deviné que Moumou ne s'était point échappé, mais qu'on la lui avait enlevé sur l'ordre de sa maîtresse à qui elle avait montré les dents, comme certains de ses compagnons le lui avaient fait comprendre par geste. Il fallait donc prendre des mesures de sûreté. Il lui donna d'abord quelques bouchées de pain, la caressa, la coucha sur son lit. Puis, après avoir songé de longues heures au meilleur moyen de la dérober au regard, il résolut de la garder tout le jour enfermée dans sa chambre, en l'allant voir de temps à autre et de ne la faire sortir que pendant la nuit.
Il boucha avec un vieux cafetan l'ouverture qu'il avait pratiquée à la porte pour Moumou. Et à peine le jour commençait-il à poindre qu'il descendit dans la cour comme si de rien n'était, affectant même, ruse bien innocente, la même tristesse morne que la veille. Le pauvre muet ne se doutait guère que les aboiements de Moumou la trahiraient. Bientôt, en effet, les domestiques connurent le secret de Gerasim. Mais, soit pitié, soit crainte, ils n'en laissèrent rien paraître. Le majordome se gratta bien la tête, mais résolut de laisser aller les choses. Tant pis, à la grâce de Dieu. Peut-être que Notre-Dame n'en saura rien. Gerasim travailla ce jour-là avec une ardeur extraordinaire. Il nettoya toute la cour, sarcla tout le jardin, enleva les pieux de la clôture pour s'assurer de leur solidité et les replanta avec soin. Il se donna tant de peine que la dame elle-même remarqua son zèle. Une ou deux fois dans le cours de la journée, il alla voir à la dérobée sa chère recluse. La nuit venue, il se coucha non point au grenier, mais auprès d'elle, et attendit 1 heure passée pour l'emmener respirer l'air frais. Il la promenait depuis un certain temps et se disposait à rentrer quand un bruit confus s'éleva dans la venelle. Moumou dressa les oreilles, s'approcha de la clôture, flaira le sol et lança un aboiement perçant. Un ivrogne s'était couché au pied de la palissade pour y passer la nuit. En ce moment, la dame venait de s'endormir après une longue crise nerveuse, une de ces crises qui la prenaient d'ordinaire après un souper trop substantiel. Les aboiements subits de la chienne la réveillèrent en sursaut. Elle sentit son cœur battre violemment, puis défaillir. « Au secours! Au secours !» gémit-elle. Ces femmes accoururent tout effarées. « Ah, je me meurs !» soupira-t-elle en se tordant les mains. « Encore ce chien, cet affreux chien! Qu'on appelle le docteur, on veut me tuer! Ah, ce chien! Ah !» Et, prête à rendre l'âme, elle rejeta la tête en arrière. On courut chercher le docteur, c'est-à-dire son médecin domestique Cariton. Ce personnage, dont tout l'art consistait à porter des bottes à semelles fines, à dormir 14 heures sur 24 et à soupirer les 10 autres, à tâter délicatement le pouls de sa noble maîtresse et à lui administrer à tout bout de champ des gouttes de laurier cerise, ce personnage donc accourut précipitamment, commença par faire brûler des plumes pour tirer la malade de sa pâmoison. Puis, dès qu'il la vit rouvrir les yeux, il lui présenta sur un plateau d'argent un verre de la fameuse panacée. Quand la noble dame eut avalé cette potion, elle recommença d'une voix larmoyante à se plaindre du chien, de Gavril, de son malheureux sort. « Pauvre vieille que je suis !» gémissait-elle. « Tout le monde m'abandonne. Personne n'a pitié de moi. On n'aspire qu'à me voir mourir. » Cependant, l'infortuné Moumou ne se taisait toujours point, et Gerasim essayait en vain de l'éloigner de la palissade. « Encore, encore !» balbutia la malade en roulant des yeux égarés. Le guérisseur murmura quelques mots à l'oreille d'une femme de chambre. Celle-ci courut dans l'antichambre éveiller Stéphane, qui courut éveiller Gavril, lequel, dans le feu du premier mouvement, mit sur pied toute la maison. Gerasim, en se retournant, vit des lumières trembloter. Des ombres circulaient derrière les fenêtres. Il pressentit un malheur, prit Moumou sous son bras, s'enfuit dans son repère et s'y enferma. Quelques instants plus tard, 5 escogriffe essayaient en vain d'enfoncer sa porte. Le verrou ne céda point. Gavril accourut en proie à une agitation extrême et leur ordonna de rester là en faction jusqu'au matin. Puis, il se précipita dans la chambre des suivantes et, par l'entremise de la première camériste, Lyubov Lyubimovna, avec qui il dérobait le thé, le sucre et les épices de la maison, il fit dire à sa patronne que la misérable chienne était en effet revenue, mais que le lendemain, elle ne serait plus de ce monde. Il suppliait donc son excellente maîtresse de se tranquilliser. Malgré ce message rassurant, l'excellente maîtresse ne se fût sans doute point tranquillisée de sitôt, si le guérisseur ne lui avait par mégarde versé 40 gouttes de laurier cerise au lieu de 12. Au bout d'un quart d'heure, elle s'endormit donc d'un sommeil de plomb, cependant que Gerasim, le visage défait, serrait sur son lit le museau de Moumou. Le lendemain, la dame s'éveilla tard. Gavril attendait son réveil pour donner l'ordre d'enlever le fort de Gerasim, tout en se préparant lui-même à subir un orage. Mais l'orage n'éclata point. La veuve fit appeler sa favorite. « Lyubov Lyubimovna » commença-t-elle de cette voix alanguie qu'elle aimait apprendre quand, à l'extrême confusion de ses gens, elle se faisait passer pour une pauvre martyre délaissée. « Vous voyez, ma chère, dans quel état je suis. Allez, je vous en supplie, trouvez Gavril Andreitch. Parlez-lui.
Le premier chien venu lui est-il vraiment plus cher que la tranquillité, que la vie même de sa maîtresse? Non, je ne veux pas le croire, ajouta-t-elle avec un profond sentiment de tristesse. Allez, ma bonne, rendez-moi ce service. Lyubov Lyubimovna s'en alla incontinent trouver le majordome. Quelles furent leurs réflexions? On ne sait. Mais quelques instants plus tard, tous les domestiques se dirigèrent vers le réduit de Guérassim. À leur tête s'avançait Gavril, retenant d'une main sa casquette, bien qu'il n'y eût pas l'ombre de vent. Près de lui marchaient les laquais et les garçons de cuisine. Une bande de galopins dont une bonne moitié venait du dehors, gambadaient et grimaçaient à l'arrière. De sa fenêtre, le père Laqueux commandait la marche, c'est-à-dire qu'il se contentait d'agiter les bras. Sur l'étroit escalier qui menait à la cellule de Guérassim, un homme se tenait en sentinelle. Deux autres, armés de bâtons, montaient la garde à la porte. Quand on eut solidement occupé l'escalier, Gavril s'approcha de la porte, la frappa du poing et cria « Ouvre !» On perçut un aboiement étouffé, mais de réponse, point. « Ouvre qu'on te dit !» hurla de plus belle le majordome. « Gavril Andréitch !» lui cria d'en bas Stepan. « N'oubliez pas qu'il est sourd, il ne vous entend point !» Tout le monde éclata de rire. « Comment faire alors ?» riposta d'en haut Gavril. « Il y a un trou dans la porte. Passez-y votre bâton et agitez-le. » Gavril se pencha. « Il l'a bouché avec son cafetan. »« Eh bien, poussez-le en dedans, le cafetan. » Un second aboiement contenu s'éleva. « Tiens, v'là la bête qui se dénonce elle-même » fit remarquer un des assaillants. Et ce fut de nouveau un éclat de rire général. Gavril se gratta la nuque. « Ma foi, décida-t-il, j'aime autant que tu le pousses toi-même. »« Comme vous voudrez. » Stepan escalada l'escalier, enfonça son bâton dans le trou et l'agita en criant « Sors donc! Sors donc !» Tout à coup, la porte s'ouvrit brusquement et toute la valetaille, Gavril en tête, prit ses jambes à son cou. Le père Laqueux ferma sa fenêtre. « Oh là !» cria Gavril quand il se retrouva dans la cour. « Faudrait voir à pas faire le malin !» Immobile sur le seuil de son gîte, Guérassim, les mains sur les hanches, considérait la troupe qui se pressait en bas de l'escalier. En face de ces gens engoncés dans des habits à l'européenne, sa solide carrure et son ample blouse rouge lui donnaient un air de géant. Gavril fit un pas en avant. « Tâche de filer doux, hein ?» Et il se mit à lui expliquer par signes que leur maîtresse exigeait qu'il se défie sur l'heure de sa chienne. En cas de refus, gare. Guérassim le regarda, puis montra du doigt Moumou, promena sa main autour de son cou, comme s'il y passait une corde, et interrogea du regard le majordome. « Oui, oui, c'est cela !» confirma Gavril en hochant le chef. Guérassim baissa la tête, puis, la relevant brusquement, il désigna encore une fois Moumou, qui, pendant cet étrange colloque, était resté près de lui, agitant innocemment la queue et dressant l'oreille avec curiosité, répéta le signe qu'il avait déjà fait autour de son cou, se frappa violemment la poitrine comme pour signifier qu'il se chargeait lui-même de l'exécution. « Qui me dit que tu tiendras ta promesse ?» objecta Gavril, en cédant toujours de signe. Guérassim le regarda fixement avec un sourire de mépris, se frappa de nouveau la poitrine et rentra dans sa cellule, dont il referma bruyamment la porte. Sans mot dire, les assaillants échangèrent un regard. « Qu'est-ce que cela signifie ?» s'écria enfin Gavril. « Il s'est renfermé ?»« Laissez-le tranquille, Gavril Andréitch, » conseilla Stepan. « Du moment qu'il vous a donné sa parole, soyez sûr qu'il la tiendra. Cet homme-là, voyez-vous, ça n'a qu'un mot. C'est pas comme nous autres. Faut dire ce qui est. »« Pour sûr, » approuvèrent tous les valets en secouant la tête. « C'est la vérité vraie. »« Oui, » confirma le père Laqueux, qui venait de rouvrir sa fenêtre. « Soit, » dit Gavril, « mais nous n'en devons pas moins être sur nos gardes. Holà, Yeroshka !» ajouta-t-il en se tournant vers un pâle individu en casaquin jaune qui prenait le titre de jardinier. « Toi qui n'as rien à faire, prends un bâton, assieds-toi là, et dès qu'il arrivera quelque chose, accours me prévenir. » Yeroshka prit un bâton et s'installa sur la dernière marche de l'escalier. Tandis que la troupe se dispersait, à l'exception de quelques curieux et de quelques galopins, Gavril rentra à la maison où, par l'entremise de Lyubov Lyubimovna, il fit dire à la maîtresse de séant que ses volontés étaient accomplies. À tout hasard, il envoya pourtant le piqueur chercher un agent de police. La vieille dame fit un nœud à son mouchoir, y versa de l'eau de Cologne, la respira, s'en frotta les tempes, absorba une tasse de thé et, comme elle était encore sous l'influence des gouttes de laurier cerise, elle se rendormit.
Une heure après cette chaude alarme, Gerasim, revêtu de son cafetan des dimanches et tenant en laisse Moumou, apparut à la porte de son réduit. Yeroshka se rangea à son approche et le laissa passer. Gerasim se dirigea vers le portail, suivi des yeux par les quelques gamins qui flânaient encore dans la cour. Il ne fit aucune attention à eux, et ne mit sa casquette sur sa tête que lorsqu'il fut dans la rue. Gavril dépêcha à ses trousses Yeroshka qui, le voyant entrer dans un cabaret, se posta près de là pour attendre sa sortie. Le muet était connu dans cet établissement. On y comprenait ses signes. Il demanda la soupe et le bœuf et s'assit les coudes sur la table. Moumou s'installa auprès de lui. Le regardant de ses yeux expressifs, son poil luisant montrait qu'elle venait d'être brossée. Quand on eut servi Gerasim, il émietta du pain dans la soupe, coupa le bœuf en petits morceaux et posa l'écuelle par terre. Moumou se mit à manger avec sa délicatesse habituelle, touchant à peine les mets du bout de son museau, et son maître la contempla longuement. Tout à coup, 2 grosses larmes s'échappèrent de ses yeux. L'une tomba dans la soupe, l'autre sur le front bombé de la chienne. Gerasim cacha sa figure dans ses mains. Quand elle eut avalé une demi-écuellée, la chienne s'éloigna en se pourléchant les lèvres. Gerasim se leva, paya et sortit sous le regard interdit du garçon. Dès qu'il le vit venir, Yeroshka se dissimula dans un coin, pour le suivre bientôt à quelque distance. Gerasim, tenant toujours Moumou en laisse, avançait à pas lents. Arrivé au coin de la rue, il hésita un instant, puis, hâtant soudain sa marche, il se dirigea tout droit vers le gué de Crimée. Chemin faisant, il entra dans la cour d'une maison que l'on agrandissait et en ressortit avec 2 briques sous son bras. Quand il eut atteint le gué, il suivit la berge de la rivière, jusqu'à un certain endroit où il avait naguère remarqué 2 barques munies de leurs avirons et amarrées à des poteaux. Il sauta dans l'une d'elles avec Moumou. Un vieux boiteux sortit d'une cabane élevée au coin d'un potager et l'interpella à grands gestes, auquel Gerasim ne répondit que par un hochement de tête. Bien qu'il eût à lutter contre le courant, il ramait si vigoureusement qu'il fut bientôt à une distance respectable du bonhomme, lequel, après s'être gratté le dos de la main gauche, puis de la main droite, prit le parti de réintégrer en boitillant sa cahute. Gerasim ramait toujours. Bientôt les dernières maisons de Moscou disparurent, cédant la place à des potagers, des champs, des prairies, des chaumières. Alors il laissa tomber ses avirons, pencha la tête sur Moumou, qui s'était installé devant lui sur la banquette, car le fond était plein d'eau, et demeura un certain temps immobile, les bras croisés derrière le dos, tandis que le courant reportait peu à peu la barque en arrière. Soudain, il se releva, les traits empreints d'une sauvagerie affectée, douloureuse, noua brusquement avec la laisse les 2 briques qu'il avait apportées, les lia au cou de la chienne, la souleva au-dessus de la rivière, la contempla une dernière fois. Elle le regardait sans crainte aucune, en agitant doucement la queue. Il détourna la tête, ferma les yeux, ouvrit les mains. Gerasim n'entendit rien, ni le court jappement de la pauvre Moumou, ni le lourd clapotis de l'eau. Le jour le plus bruyant était pour lui plus silencieux que ne l'est pour nous la nuit la plus calme. Quand il ouvrit les yeux, la rivière roulait comme auparavant ses flots calmes. De petites vagues qui semblaient se poursuivre l'une l'autre venaient comme auparavant se briser contre les flancs de la barque. Mais, loin derrière lui, de grands cercles se dessinaient près du rivage. Yeroshka, qui avait perdu de vue Gerasim, rentra faire son rapport. « Eh bien, déclara Stepan, il va la noyer pour sûr. Avec cet homme-là, voyez-vous, quand il a promis quelque chose, on peut dormir tranquille. » On ne revit pas Gerasim de la journée. Il ne parut ni au dîner, ni au souper. Quel drôle de corps que ce Gerasim, glapit une grosse blanchisseuse. S'est-il permis de se manger les sangs pour un chien? Gerasim était là tout à l'heure, s'écria Stepan en s'octroyant une large portion de sarrasin. Pas possible! Quand cela? Il y a de ça une couple d'heures. Je l'ai rencontré qui franchissait le portail. Il s'en allait de nouveau je sais pas où. J'ai voulu lui poser des questions sur le chien, mais le gars n'était pas de bonne humeur. Alors voyez-vous, histoire de me dire comme ça, fiche-moi la paix. Il m'a flanqué dans les omoplates une de ces torgnoles. Il n'y va pas de main morte, l'animal, ajouta Stepan avec un sourire contraint en se frottant la nuque. On se moqua de Stepan et l'on s'en fut se coucher. À cette même heure, sur la route de T, cheminait à pas rapides une silhouette gigantesque, un sac sur l'épaule et un long bâton à la main. C'était Gerasim. Résolument, sans un regard en arrière, il s'en allait vers sa terre natale. Après avoir noyé la pauvre Moumou,
Il était accouru en grande hâte dans sa chambre, avait fait un paquet de ses quelques hardes, se l'était jeté sur l'épaule et il était parti. 5 ou 6 lieues seulement séparaient de la grande route le domaine d'où sa maîtresse l'avait fait venir. Sûr de retrouver le chemin qu'on lui avait fait faire, il marchait avec une ardeur farouche qui tenait autant de l'allégresse que du désespoir. La poitrine dilatée, le regard ardemment fixé sur lui, il pressait le pas comme si sa vieille mère l'attendait à son foyer, comme si elle le rappelait près d'elle après des années de pérégrination. La nuit tombait, une nuit calme et tiède. À l'endroit où le soleil venait de se coucher, un dernier reflet empourprait le ciel blafard, mais à l'autre bout de l'horizon s'amoncelaient déjà des ombres grises. Les cailles chantaient par centaines. Les râles de genêts s'appelaient sans répit. Gerasim ne pouvait les entendre. Pas plus que le murmure nocturne des arbres le long desquels l'emportaient ses jambes robustes. Mais il reconnaissait l'arôme familier des blés qui mûrissaient dans les champs remplis d'ombre. Il aspirait l'air vivace du sol natal qui, semblant venir à sa rencontre, lui caressait le visage et jouait dans sa barbe et dans ses cheveux. Il voyait s'étendre devant lui, droite comme une flèche, la route blanchoyante et resplendir au-dessus de sa tête les innombrables étoiles qui éclairaient sa marche. Il cheminait donc comme un lion vigoureux et hardi. Et lorsque le soleil levant vint l'illuminer de ses rayons rougeâtres, 35 verstes séparaient déjà de Moscou l'infatigable marcheur. 2 jours plus tard, il entrait dans sa cabane à l'ébahissement d'une femme de soldat qu'on y avait installée. Il se signa devant les saintes images, puis se rendit chez le staroste qui montra d'abord quelques surprises. Mais comme on était au temps de la fenaison, on lui donna une faux, et Gerasim se remit de si bon cœur à l'ouvrage que ses compagnons demeuraient bouche bée devant ses coups de faux et de râteau. Cependant, à Moscou, dès le lendemain de son départ, les domestiques intrigués se risquèrent dans sa chambre et, la trouvant vide, crurent bon de prévenir Gavril. Celui-ci vint inspecter les lieux, haussa les épaules et décida que le muet avait pris la fuite ou qu'il était allé rejoindre sa sotte de chienne dans la rivière. Il fit prévenir la police de cette disparition et s'en alla en personne l'annoncer à sa maîtresse. La vieille dame se lamenta, prétendit qu'elle n'avait jamais entendu faire périr Moumou, ordonna de rechercher Gerasim coûte que coûte, et lava si bien la tête à Gavril que toute la journée celui-ci s'en alla branlant le chef et murmurant « Eh bien, eh bien !» Le père Laqueux finit par le tranquilliser en lui ripostant « Eh bien quoi ?» Enfin, on apprit par un rapport du staroste que le muet était rentré dans son village. Cette nouvelle apaisa quelque peu le courroux de la vieille dame. Sa première idée fut de faire revenir Gerasim, mais après réflexion, elle déclara qu'elle n'avait nul besoin d'un pareil ingrat. Au reste, comme elle vint à mourir peu de temps après cet événement, ses héritiers se soucièrent fort peu du muet. Ils accordèrent même à tous les serfs domestiques un congé à redevance. Ce pauvre diable de Gerasim vit encore dans sa cabane solitaire. C'est toujours le même homme, robuste, infatigable, grave et pondéré. Seulement, ses voisins ont remarqué que depuis son retour, il ne lève les yeux sur aucune femme et ne peut souffrir aucun chien près de lui. C'est un bonheur pour ce gars-là, disent nos paysans, qu'il n'ait pas besoin des personnes de l'autre sexe. Et quant à un chien, qu'est-ce qu'il en ferait? Pour tout l'or du monde, jamais voleur n'oserait franchir son enclos. Comme on le voit, la vigueur peu commune du muet est en passe de devenir légendaire.